Il y a l'ancienne technique, donc c'est la séparation sur gel d'agarose, et la nouvelle technique, donc qui tend à remplacer l'ancienne, c'est l'électrophorèse capillaire. Donc cette technique, donc elle permet sur un échantillon, donc un petit échantillon, donc une séparation plus rapide et plus fiable des différentes fractions protéiniques. Donc le principe de cette technique donc, qui est basé sur la mobilité des protéines, donc des différentes fractions protéiniques par rapport à la charge électrique. Bien sûr, donc, avant d'aborder tout ce qui est pathologie, donc les pathologies donc, qui peuvent être détectées par une électrophorèse des protéines sériques, donc il faut connaître donc, la traduction d'une électrophorèse normale. Donc l'aspect normal et la signification de chaque fraction donc, protéinurique. Donc concernant l'électrophorèse normale, donc les différentes charges donc, permettent donc d'identifier et d'individualiser donc 6 fractions. Donc vous avez l'albumine, donc vous avez 4 groupes de globuline ou 5 groupes de globuline. Donc vous avez le alpha 1 globuline, alpha 2 globuline, bêta 1 et bêta 2 globuline, donc en plus de la fraction des gamma globulines. Il faut connaître bien sûr l'origine de ces différentes protéines. Donc concernant l'albumine et les globulines, donc ils sont synthétisés par le foie. Donc une insuffisance hépatocellulaire, donc elle se traduit par une diminution des fractions donc concernant l'albumine et les globulines. Donc les immunoglobulines ou les gamma-globulines, donc elles sont synthétisées par les lymphocytes bêta activés. Donc je peux avoir donc une hypergamma-globulinémie en dehors d'un syndrome inflammatoire. Quelles sont les informations à prendre en compte pour l'interprétation? Donc il vous donne sur le résultat donc le taux des protéines. Alors, le taux des protéines donc, total, il vous donne aussi les valeurs absolues et les valeurs relatives de chaque fraction protéinique, plus le rapport, donc albumine-globuline. Donc, on peut avoir une inversion du rapport dans les cas des hypergamma-globulinémies ou dans les cas d'une albuminémie, par exemple, donc l'absence de synthèse d'albumine. Des normes donc pour chaque fraction protéinique. Donc le problème qui se pose, donc chaque fraction donc, représente donc, plusieurs types de protéines. Donc regardez sur ce tableau, donc on n'a pas mis l'albumine. Donc la première fraction donc, correspond à l'albumine et vous avez avant l'albumine donc la pré-albumine. Concernant les alpha 1, alpha 2, bêta et gamma, donc on a plusieurs types de protéines. Donc dans l'alpha 1 globuline, donc on a l'alpha 1 antitrypsine, le rosomucoïde et l'alpha 1 antichymotrypsine. Donc ce sont des protéines de l'inflammation. Donc un syndrome inflammatoire donc, qui va se traduire sur le plan électrophorétique par une élévation donc, de la fraction alpha 1 globuline. La deuxième fraction, donc l'alpha 2 globuline, donc elle correspond à l'alpha 2 macroglobuline, l'aptoglobine, la celluloplasmine et l'alpha lipoprotéine. Donc c'est une présentation très polymorphe donc, par rapport à la nature et à la fonction de chaque fraction protéinique. Donc l'alpha 1 macroglobuline, donc elle est considérée aussi comme protéine de l'inflammation. L'aptoglobine, donc elle joue un rôle dans l'inflammation et dans l'hémolyse intravasculaire. La celluloplasmine, donc c'est une protéine de transport donc, du cuivre. Et l'alpha-lipoprotéine, donc c'est une protéine donc, porteuse des différents types de lipides. Donc elle a une traduction
donc elle a une signification, donc surtout par rapport à l'athérosclérose. Dans le bêta-globuline, donc on a la transférine, donc l'élévation de la transférine donc est responsable donc d'une élévation de la fraction de bêta-globuline. Donc l'anémie donc elle peut être révélée à partir de cette fraction. Vous avez aussi donc le C3, donc la fraction C3 du complément, donc un autre paramètre de la réaction inflammatoire. Les bêta-lipoprotéines, la même chose, donc elles sont athérogènes, donc il faut penser donc à doser, donc à compléter les explorations par un épidogramme. Concernant les gamma-globulines, donc on a les différents types, les EGG, les EGA, les EGM, les EGD et les EGE. Bien sûr, en cas de pic, il faut toujours compléter les explorations par une immunoélectrophorèse, donc des protéines sériques pour identifier donc le type de l'immunoglobuline donc responsable de cette pique. Alors, concernant l'identification des fractions, donc la migration, donc elle se fait de la zone gamma vers la zone albumine et vous avez bien sûr une traduction donc selon le type de protéine donc qui correspond à cette fraction. Maintenant, quel est le lien entre l'électrophorèse des protéines sériques et une CRP positive? Donc la CRP donc, elle fait partie justement des protéines donc, détectées par l'électrophorèse des protéines. Donc c'est une protéine, c'est la protéine la plus spécifique, la plus sensible concernant l'inflammation et elle migre donc, dans la zone des gamma-globulines. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention donc, à l'interprétation des résultats. Si on a une CRP positive, très positive, donc on peut avoir donc, un pic gamma, la plupart du temps, donc un pic polyclonal. C'est-à-dire l'interprétation donc, elle doit être très prudente. Maintenant, est-ce que le PS peut remplacer la CRP? La réponse est non. Donc la CRP, elle garde toujours donc, sa place. Donc c'est le paramètre le plus important donc, par rapport à sa spécificité, à sa sensibilité donc, pour détecter un syndrome inflammatoire à la phase précoce. Le lien entre le PS et l'AVS, donc l'AVS, UVS élevé, donc justifier la réalisation d'une électrophorèse des protéines sériques, donc une VS élevée, donc elle peut être en rapport avec une hypergamma-globulinémie, soit mono ou polyclonale. Donc l'élévation de l'AVS, donc elle figure dans les recommandations donc, de la Haute Autorité de Santé, donc comme situation donc, justifiant la réalisation d'une électrophorèse protéique. Électrophorèse des protéines pathologiques et syndrome inflammatoire. Donc, je peux avoir une électrophorèse pathologique sans syndrome inflammatoire. Donc, c'est le cas des pathologies génétiques, les pathologies congénitales. Et vous avez aussi donc, les hypergamma monoclonales ou polyclonales, donc, qui ont donc, des étiologies donc, très variées. Donc, électrophorèse pathologique donc, ne signifie pas syndrome inflammatoire. Donc je peux avoir un syndrome inflammatoire avec un PS normal et je peux avoir aussi donc, une électrophorèse pathologique sans syndrome inflammatoire. Alors concernant les indications donc, de prescription de l'électrophorèse donc, des protéines sériques, donc l'AAS recommande de réaliser une électrophorèse chez les patients présentant donc, des critères, présentant des signes donc, qui orientent donc, vers une hémopathie maligne. Donc vous avez la présence d'adénopathie, de splénomégalie et vous avez aussi, en cas d'hypergamma, donc les critères donc, de malignité donc, qui font évoquer un myélome multiple. Donc vous avez la présence de l'anémie, l'insuffisance rénale, donc la découverte d'une hypercalcémie et bien sûr donc, concernant les autres pathologies, donc une infection à répétition
donc justifier la réalisation d'une électrophorèse des protéines sériques, donc à la recherche d'un déficit immunitaire. Et vous avez donc les autres situations, par exemple, si je prends la polyarthrite inexpliquée, donc ils ont utilisé le mot inexpliqué, c'est-à-dire que l'électrophorèse fait partie des examens soit de deuxième, soit de troisième intention. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'on peut avoir comme anomalie? Il faut connaître l'aspect normal, donc pour identifier facilement donc l'aspect pathologique. Donc on peut avoir deux types donc de variations pathologiques. Donc on peut avoir des variations quantitatives ou qualitatives. Donc on va commencer par les modifications de la protidémie totale. Donc on peut avoir soit des épaux, soit des hyper, donc concernant la quantité, et un taux donc inférieur à 60 grammes par litre ou supérieur à 85, donc doit être exploré par une électrophorèse des protéines. Concernant les mécanismes physiopathologiques, donc l'hypoprotidémie, donc elle peut être secondaire, donc soit une diminution de la masse protéique circulante, soit une augmentation donc, de l'eau vasculaire. Donc là, il faut faire donc, le dosage de l'hématocrite, bien sûr, en dehors de toute anémie, donc pour identifier cet état, soit d'hémoconcentration, soit d'hyper, soit d'hémodilution. Concernant les modifications de l'albumine, donc on peut avoir des modifications qualitatives ou quantitatives. Donc dans le qualitatif, donc il y a ce qu'on appelle la bisalbuminémie, donc il peut être soit génétique, soit transitoire, donc en rapport avec une prise de bêta-lactamine par exemple. Et on peut avoir aussi une hypoalbuminémie, donc qui peut être secondaire, soit une diminution donc de la synthèse, donc en rapport avec une insuffisance hépatocellulaire, une inflammation, une insuffisance d'apport. Donc c'est dans ce cas-là, donc l'hypoalbuminémie est considérée comme marqueur de dénutrition, et vous avez les pertes accrues, donc soit d'origine urinaire, digestive ou cutanée. Donc il faut faire attention à l'interprétation, donc elle doit se faire toujours en fonction du contexte. Donc vous avez un exemple de pseudo-bialbuminémie ou bisalbuminémie, donc qui est secondaire à la présence de syndrome néphrotique. Donc l'interprétation doit se faire donc toujours en fonction du contexte. Voilà une autre publication donc apparue dans les annales de biologie clinique, donc à propos d'un cas de bisalbuminémie chez un patient donc, présentant un adénocarcinome digestif, donc ce qui justifie justement donc, des explorations supplémentaires devant une bisalbuminémie avant de retenir l'origine génétique. Toujours dans les modifications de l'albumine, donc l'hyperalbuminémie, donc elle n'a pas de signification pathologique, donc elle peut être en rapport avec une perfusion d'albumine ou en rapport avec une hémoconcentration. Vous avez le cas de l'analbuminémie, donc c'est une affection congénitale, donc qui est bien supportée sur le plan clinique, et vous avez sur le plan électrophorétique, donc une élévation des autres fractions protéinuriques, donc c'est une élévation compensatrice. Dans la zone de alpha-globuline, donc on peut avoir aussi des variations quantitatives, donc une diminution en rapport avec une insuffisance hépatocellulaire, un déficit en alpha-1 antitrypsine ou une augmentation donc secondaire à une inflammation. Donc j'ai pris l'exemple du déficit en alpha-1 antitrypsine, donc c'est une maladie génétique. L'alpha-1 antitrypsine est une protéase synthétisée par le foie, donc le rôle principal est de contrôler l'activité donc de l'élastase synthétisée par les protéines synthétisées par les polynucléaires neutrophiles pulmonaires. Donc sur le plan clinique, donc on peut avoir un emphysème du sujet jeune, donc et les autres atteintes hépatiques, une ostéoporose, donc elles sont dues donc à la polymérisation donc d'une alpha-1 antitrypsine donc anormale, donc au niveau hépatique et au niveau osseux. Les modifications des alpha-2 globulines, donc
même chose, on peut avoir soit une diminution, soit une augmentation. L'augmentation donc signifie la présence d'un syndrome inflammatoire, d'un syndrome néphrotique, et la diminution, donc l'origine c'est le foie, donc elle peut se voir en cas d'insuffisance hépatocellulaire et dans le cas de la dénutrition. Et vous avez l'hémolyse parce que dans cette zone-là, donc il y a l'aptoglobine, donc comme protéine alpha-2 globulinique. Dans la zone bêta-globuline, alors dans la zone bêta-globuline, donc la diminution a peut-être en rapport avec une insuffisance hépatocellulaire, une protéique, une hypocomplémentémie. Donc il faut faire très attention donc, au bloc bêta-gamma, donc qui signifie donc la présence du souffrance hépatique. Donc c'est le cas de la cirrhose éthylique. Donc bêta-gamma, pourquoi ce bloc bêta-gamma? Donc l'explication elle est là. Donc c'est par rapport à la zone de migration des différentes immunoglobulines. Donc l'EGA elle a une marge donc, de diffusion. Donc elle peut intéresser la zone des alpha-2 globulines et les bêta-2 globulines. Concernant les modifications des gamma-globulines, donc on peut avoir soit une hypergamma monoclonale, polyclonale, une hypogamma ou un profil oligoclonal. Donc la gamma, il faut faire très attention donc, au myélome multiple, sans oublier les autres hémopathies malignes, surtout en présence donc, de signes de malignité, donc ce qu'on appelle le CRAB, et en présence bien sûr de manifestations cliniques, donc altération de l'état général et douleur osseuse. Donc le myélome c'est le premier diagnostic à évoquer, mais le MGUS donc, constitue plus de 60% des pathologies dans ce cas-là. Donc il faut faire un médulogramme donc, pour faire la part des choses donc, entre les deux entités. Et bien sûr, donc, vous pouvez trouver toutes ces informations donc, sur le site de la Haute Autorité de Santé. Donc la Haute Autorité de Santé. Donc dans le site de la Haute Autorité de Santé, donc concernant les indications de l'électrophorèse des protéines sériques et la conduite à tenir devant une immunoglobuline monoclonale. Donc l'hypergamma polyclonale, donc elle a un polymorphisme donc, étiologique donc, très varié. Donc on peut aller d'une atteinte bénigne, donc ulvérose, donc jusqu'au cancer. Et bien sûr donc on peut avoir une hypergamma donc qui est en rapport donc une vitesse accélérée donc en rapport avec cette hypergamma. Donc l'hypergamma donc elle témoigne d'une réaction immunitaire humorale donc polymorphe, mais peut être physiologique ou secondaire donc à une infection bénigne donc comme les viroses et les infections bactériennes. Donc l'hypogamma, donc il faut faire très attention au déficit immunitaire, mais elle peut être physiologique chez l'enfant et elle peut être transitoire donc en cas de virose et en cas de diabète mal équilibré. Le profil oligoclonal donc est expliqué par des bandes monoclonales multiples, donc secondaires à l'élévation donc de plusieurs fractions donc d'immunoglobulines. Là aussi, il faut faire très attention à la transformation lymphomateuse. Donc le patient qui présente donc cette anomalie doit bénéficier d'un suivi régulier. L'interprétation, toujours, il faut faire attention aux interférences. Donc je peux avoir un pic gamma donc, en rapport avec une CRP élevé, donc un pic gamma donc, chez les patients donc, qui ont pris des substituts plasmatiques, et on peut avoir aussi donc, un pic gamma chez les patients qui ont bénéficié donc, d'une imagerie avec injection de produits de contraste. Donc l'interprétation donc, doit se faire donc, en même temps, bien sûr, et la conclusion finale, donc on peut avoir un syndrome inflammatoire aigu, un syndrome inflammatoire chronique, donc une hypoprotéidémie avec un profil exudatif ou malnutrition. Donc en conclusion, l'indication donc, la plus courante de l'électrophorèse protéique est l'exploration d'une élévation de la vitesse de sédimentation. Elle permet de confirmer l'état inflammatoire ou infectieux et oriente les investigations. Et elle est indispensable au suivi d'une gammapathie monoclonale. Le pic gamma-bêta signifie donc une cirrhose d'origine éthylique, surtout d'origine éthylique. Il faut faire attention donc, au pic donc, étroit donc, à la zone gamma-globuline donc, par rapport au syndrome lymphoprolifératif malade. Et je vous remercie.